Ma légitimité, je la dois à personne sauf à moi-même. La police n'est pas parfaite, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit parce qu'elle est là pour vous. Et on voit dans un bureau une espèce d'affiche où il y a marqué « Il y a bon banania ». Si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est que j'ai accepté de prendre les coups. Combien de nos collègues qui sont partis un matin et qui ne sont plus rentrés ? Bienvenue dans En Vrai, le podcast de nos engagés. Aujourd'hui, je suis avec Abdoulaye Kanté. Vous le connaissez parce que c'est un ancien policier. Il est nouvellement élu de la République. Toujours policier, apparemment, parce qu'on peut concilier les deux, mais tu vas pouvoir nous expliquer, Abdoulaye. Il est très engagé sur plein de questions et on va voir son engagement ensemble parce que peut-être qu'on passe à côté. Vous pouvez liker, partager, commenter, débattre avec nous. Abdoulaye Kanté. Abdoulaye, pour cette émission, bon, j'ai un peu dévoilé quand même, je me suis permis de te dire tu, mais c'est notre invité qui donne le là, d'accord ? C'est en gros toi qui fais l'émission, c'est ton émission. Elle s'appelle En Vrai, c'est pas pour rien. On se dit tu, on se dit vous, on se dit quoi ? Écoute, on est, on va dire, en détente, en intimité, donc tu. Allez, on se dit tu, c'est parti. C'est parti. Ok. Abdoulaye Kanté, enfant de la République, policier, enfant de la République. Ça, c'est ton livre ? Oui. Ton engagement, juste pour ce livre, j'aimerais qu'on y revienne au-delà de tous tes engagements. Comment est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Il faut que je m'engage assez pour prouver que je suis digne d'être un policier et que être policier, c'est aussi être enfant de la République, qu'être moi, Abdoulaye Kanté, c'est aussi être un enfant de la République ». À quel moment on t'a sorti de ça ? À quel moment on a remis cette question en exergue ? À quel moment on s'est dit bah, « Peut-être que toi, t'es pas un enfant de la République ». Beaucoup de choses, beaucoup de questions, mais aussi des réponses que je vais essayer de t'apporter. Enfant de la République, c'est quelque chose qui a une certaine valeur pour moi parce que ça vient de loin, c'est un engagement, une éducation. Abdoulaye Kanté, c'est qui ? C'est un homme de 47 ans qui, d'origine malienne, français, né à Ivry-sur-Seine dans le 94, qui, à ses 2 ans, est parti au Mali avec ses parents, donc qui est revenu à l'âge de 15 ans, qui a été élevé par sa tante dans le Val d'Oise, la grande sœur de ma mère. Par la suite, un engagement dans la Marine nationale, dans l'armée, 3 ans d'engagement. Donc déjà d'une, j'étais sous l'uniforme. Et à l'issue de ça, donc, je pensais faire une année sabbatique. Et après, il y a un membre de la famille qui m'a dit « Non, toi, je dois venir dans la police ». Donc mon engagement dans la police a commencé dans les années 2000, début 2000. Donc ça va faire bientôt 26-27 ans maintenant que je suis dans la police. Dans mon parcours police, police secours dans le 11e arrondissement, ensuite brigade anticriminalité sur le 18e. Après cela, donc, je suis parti au 36 quai des Orfèvres à la brigade des stupes. Après cela, après quelques années, j'ai été affecté au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis, dont je m'occupais de tout ce qui était enquête générale, notamment donc, enlèvement, séquestration, viol, homicide, du stup et vraiment vol de fret, toutes ces infractions qui sont assez graves. Malheureusement ou heureusement, et je le dis dans mon livre, j'ai été je faisais partie des primo-intervenants lors des attentats de novembre 2015, donc du côté Stade de France. Et il y a eu aussi l'assaut de Saint-Denis, donc à Saint-Denis, où on a évidemment trouvé les djihadistes qui justement ont commis les attentats de novembre 2015, notamment au Bataclan. Depuis, donc, je suis dans un service un peu à l'international. Et au niveau engagement, un engagement de 10 ans aussi sur la sphère publique, notamment j'ai commencé par les réseaux sociaux où je suis très actif. Je voulais essayer de parler du métier de policier, autre de ce qu'on a l'habitude d'entendre, autre de ce qu'on a l'habitude de voir, et aussi peut-être d'aller parler à ces gens qui doutent en fait, qui ne connaissent pas le métier, avec une version assez humaine, mais aussi ne pas éluder les problématiques. Donc vraiment avec ce côté de dire la police n'est pas parfaite, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit parce qu'elle est là pour vous. Alors, ça fait beaucoup de choses. Et on va revenir point par point sur tout ça. Ton enfance. Tu nais en France, tu repars au Mali, puis tu reviens et t'es élevé par ta tante. Il y a déjà ce premier engagement de devoir prendre sa place, trouver sa place. T'es dans quel... Pas facile, hein. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Les parents, ils sont restés au Mali ? Mes parents sont restés au Mali parce qu'en fait, moi, je suis issu d'une fratrie de 7. Donc, je suis l'aîné. Donc, il y a j'ai une sœur. Après, vous êtes que des garçons. On n'est que des garçons. Aïe, la maman, le travail. J'ai perdu un de mes petits frères qui en 2003, on dit qu'il avait 18 ans. Et ensuite, du coup, après, c'est bizarre parce que tu sais, quand tu quittes à l'adolescence ta famille, j'avais même pas 15 ans. Donc je reviens et je suis élevé par la grande sœur de ma mère.
nouvel environnement, donc tu arrives en France et tout, donc quand tu vas dans des collèges et tout, enfin, collège et tout ça, tu arrives, t'as pas la même éducation que les autres et tout, parce qu'il faut savoir qu'au Mali, on parlait l'ancien français, donc moi, si tu veux, j'arrive dans un collège et tout, donc ça parle le verlan et tout, je comprends rien du tout, moi, je suis là comme ça avec le vieux français et tout, tu sais. Ah, et c'est ça exactement, les gens me regardent comme ça, un peu comme un ovni, mais après, j'ai appris, tu sais. Et ça a été une forme de changement d'univers, un déracinement, mais après j'ai su m'adapter, parce que moi je suis quelqu'un déjà de nature qui arrive à s'adapter dans tout environnement. C'est ce qui t'a sauvé dans ta vie, ça ? Oui, parce que je suis un épicurien. Moi je suis quelqu'un qui s'intéresse et tout, même si c'est pas mon credo, j'aime m'intéresser à ce que font les autres, ce que sont les autres, parce que ça c'est un peu ce que je suis, j'ai été éduqué comme ça, intéresse-toi, et non pas ne prends pas ce qui t'intéresse. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir élargir un petit peu tes connaissances. Moi, je suis quelqu'un qui touche un petit peu à tout. C'est-à-dire que je suis un féru d'infos, féru de sport, peut-être un féru d'art, même si j'y connais que dalle et tout. Mais après, voilà, je m'intéresse pour savoir un petit peu... voilà. Et c'est comme ça un peu que j'ai été un peu éduqué, parce que j'ai aussi ma tante aussi, qui n'est plus, qui a été une dame qui a été très courageuse, où voilà, c'était une femme de chambre et tout, qui était dans des palaces. Et voilà, une mère seule qui a élevé 5 enfants. Et donc, on était dans l'ambiance, on va dire, lit superposé, dans un HLM et tout. Et donc, du coup, voilà, quoi, c'était où j'ai vraiment appris. Et puis, tu rentres dans la police, jeune, parce que tu nous l'as déjà dit assez brièvement, avant de franchir tous ces échelons et de pouvoir passer d'une brigade à une autre, etc., à faire ce que tu as fait. Comment est-ce que ça se passe, ton entrée dans la police ? Faisons tomber les tabous, par exemple. Raconte-nous tout ce qui s'est passé en vrai. C'est le nom de l'émission. Comment t'es accueilli ? Alors du coup, comment je suis accueilli ? Alors, j'ai un peu triché, parce qu'en fait, j'étais déjà sous l'uniforme quand j'étais dans la Marine nationale, avec un passé qui, 3 ans, donc je suis embarqué, je suis sur un bateau, donc je fais les campagnes, je fais toute l'Europe du Nord et tout ça, donc autant te dire que t'es le seul black sur un bateau d'une 50aine de mecs. Ça fait bizarre, ça te forge, mentalement, physiquement, mais aussi, tu fais faire face aussi à ce qu'on appelle aussi le racisme aussi, où j'ai été confronté, où j'ai réussi à le combattre, évidemment en n'acceptant pas les brimades de certains. Et c'est pour ça qu'après que j'ai gagné en respect. Après, quand j'arrive en école de police, plus tard, vraiment, déjà, je reviens avec vraiment, tu sais, ce côté très fort, mental et tout, où je suis sûr de moi, etc. Donc, tout dans l'apprentissage du métier. Et après, oui, c'est quelque chose où tu es jeune, tu apprends ce que c'est que servir les autres au quotidien. Et je peux te dire que c'est pas facile, hein, parce que tu te dis que, ah oui, on a quand même une forme de responsabilité quand tu portes un uniforme. Donc tu as une forme de responsabilité que les gens peut-être ne le savent pas, mais nous, en fait, dès qu'on nous rentre dans l'école, on nous dit, attention, vous allez être sollicité tous les jours. Et c'est vrai qu'après, donc, t'es formé, voilà, c'était vraiment... j'ai vraiment passé une bonne année de formation. T'as pas subi le racisme quand t'es rentré dans la police ? J'ai subi Alors, j'aime bien parce que les gens, tu sais, souvent ils disent que je suis clivant par rapport à ça. J'ai toujours dit que la police française n'est pas raciste, mais pour autant, il y a des comportements racistes qu'il faut dénoncer. Moi, je l'ai vécu. Petite anecdote. J'étais dans un service un jour, donc du coup, je suis avec un collègue et on passe devant un bureau. C'était un service de nuit et on voit dans un bureau une espèce d'affiche où il y a marqué Yabon Banania. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la rêve de Yabon Banania, en fait, c'était ce produit en fait, de chocolat en poudre, et avec un noir et tout, avec un chapeau, on va dire rouge, et avec les grosses lèvres, et qui disait Yabon Banania. Donc, un peu cette forme raciste. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais choqué, donc je vais voir quand même, je rentre dans le bureau, je dis, attends, je vois mon collègue, je dis, c'est pas bon ça. Alors, je vais pour essayer d'arracher l'affiche, parce et les mettre à la poubelle. Mais en fait, c'était une affiche en métal. Donc tu vois un petit peu la manière en fait que la personne qui a mis ça volontairement s'est dit que si on essaie de l'enlever, ils n'arriveront pas parce que voilà, c'est un truc en métal, donc il va falloir la dévisser et tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai prévenu mon chef de service tout de suite. J'ai dit écoutez, voilà, moi ce que je veux c'est qu'on enlève cette affiche. Il me dit il a minimisé, il a dit non mais c'est pour faire parler les bâtards. C'était ça sa réponse. J'ai dit ah ouais mais non, moi c'est pas ça en fait. Moi si vous enlevez pas ça tout de suite, ça me choque ou sinon je vais voir plus haut. Et je peux te dire que dans l'heure qui suit, ça a été enlevé. Et derrière, par la suite, après je dirais même pas ce collègue, il a été sanctionné. Et plus tard, pour d'autres affaires, il a été viré. Comme quoi, le karma.
Mais toi, ça te demandait quand même un sacré courage, un sacré engagement à ce moment-là de faire ça. Et bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait, si tu veux, ce qu'on dit l'omerta. Et je pense aussi que souvent, il y a encore ces personnes qui ont du mal à parler par rapport à ce qu'ils peuvent subir et tout ça dans l'administration. Mais aujourd'hui, la police d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, malgré ce que l'on pense. Il y a encore du boulot, mais il y a eu beaucoup d'avancées, notamment sur la libération de la parole. Sur des sujets comme le racisme, le sexisme, le harcèlement, etc. Parce que nous avons des garde-fous qui font que maintenant, tu ne peux plus te taire. Je leur dis, écoutez, c'est le plus gêné qui parle. Quand vous êtes victime de harcèlement, il ne faut pas vous taire. Il faut toujours le combattre et tout ça. Et il faut qu'on change à un moment donné cette espèce de dogme où dire que quand la personne est harcelée, c'est pas au harceleur de rester. Il faut qu'à un moment donné, que la peur change de camp. Et si tu libères pas la parole et que tu restes comme ça parce qu'on vit avec la peur et tout, donc à un moment donné, stop. Mais toi, Abdoulaye, et je sais que tu es très humble et que peut-être que tu ne le diras pas, alors je me permets de le dire, tu as été très précurseur aussi en la matière. Tu as été un des premiers qui a parlé, tu as pris la parole sur les plateaux télé, tu as écrit un livre sur le sujet, tu as dénoncé des choses, et pour autant, ce qui m'a toujours frappé, et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, c'est que tu n'as jamais dénigré la profession de policier. Pour autant, tu as toujours servi. Je peux pas, parce qu'en fait, tu sais, moi je refuse l'essentialisation. C'est parce qu'un fait que tous le font. Jamais. C'est parce qu'un seul l'a fait. Certes, il porte l'image de l'uniforme. C'est une réalité. Maintenant, je dis souvent que ce sont des initiatives individuelles, mais pour autant, il faut que derrière, l'entièreté de l'administration se rende compte qu'écoute, ici, il y en a un qui déconne. Certes, c'est un, mais par contre, ça peut rejaillir sur les autres. Donc, dire, écoutez, nous sommes 155 000 policiers, femmes et hommes. Et derrière, si tu en as un ou deux qui font, excuse-moi du terme, de la merde, écoute, il va falloir dire, oui, ce gars a fait de la merde, du coup, on va faire le nécessaire pour justement que ça ne se reproduise plus. C'est ça qu'on fait. Et moi, en fait, j'ai toujours refusé cela parce que je me dis que derrière, tu sais, le métier de policier, tu l'as dit avec beaucoup d'humilité, je dirais pas que je suis un précurseur, mais dans le sens où je suis peut-être l'un des seuls, avec mon identité, sans mandat syndical, de pouvoir forcer, on va dire, un peu la communication police à changer. Ça a accouché de... Maintenant, l'administration policière va sur les réseaux sociaux, ils vont sur TikTok, ils vont sur les champs, etc. et tout. T'as des policiers qui écrivent des livres, t'en as qui essaient de parler du métier, de le faire connaître et tout. Parce qu'il fallait un espèce de détonateur pour montrer que, écoutez, à un moment donné, il faut qu'on arrête de cette espèce d'info, tu sais, popcorn, oui, dès qu'il y a un truc et tout ça. Non, à un moment donné, il faut qu'on parle aussi aux gens. Il faut qu'on soit des facteurs d'identification. Et j'ai essayé de le faire, je peux te dire, j'ai pris des coups. Même aussi au niveau de mon administration. Et t'as les personnes qui ne croyaient pas en moi, même au niveau de ma hiérarchie, qui m'ont sanctionné. J'étais averti, j'ai même failli me faire virer de la police. Mais non. Bien sûr. Mais parce que ils estimaient, et t'as des syndicats aussi, comme Alliance ou des trucs comme ça, qui voulaient me dire, mais attends, c'est qui celui-là déjà d'une, d'où il parle, et voilà. Après, moi, j'ai dit que je reste sur mon truc, et au final, ça m'a donné raison. C'est quoi prendre des coups ? Écoute, dire oui, t'as pas la légitimité de parler, t'as pas un mandat syndical, tu parles au nom d'institution, mais à quel droit, etc. Et tu sais, je vais dire un truc, ma légitimité, je la dois à personne sauf à moi-même. Si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est que j'ai accepté de prendre les coups, j'ai accepté aussi de prendre la parole, et les gens aujourd'hui me le reconnaissent, parce que à côté de ça, tu as des personnes qui n'osaient pas parler. T'as des gens qui n'étaient pas flics, qui disent, mais franchement, merci. Merci. C'est pour ça que de temps en temps sur mes réseaux, je mets un petit peu des fois des messages privés en floutant, en disant, voilà, il y a des personnes qui veulent nous rejoindre parce qu'ils disent que oui, parce que vous m'avez évidemment aidé, etc. T'as montré que c'était possible. Mais bien sûr. Et c'est pas que au niveau policier. Pas que au niveau policier, parce que même aussi au niveau de tout métier. Tu peux venir de quartier ou l'autre, parce qu'on a toujours cette tendance à vouloir nous voir un peu, alors si je parle du côté... Des enfants qui viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle racisé, le terme que je déteste, mais en fait, qu'on soit vu comme des personnes qui ont des compétences, et non pas le pauvre, tu sais, opprimé qui est dans le quartier, qui vit que du shit, de la drogue, ou bien qui fait du rap ou que du foot. Il y a d'autres talents, en fait, dans les quartiers. Et moi, j'y vais aussi dans ces quartiers-là, on en parlera peut-être plus tard, mais... Bien sûr. Voilà. On en parle maintenant. On en parle maintenant de tes engagements aussi sur le terrain, parce que être politique, c'est ce que tu es aujourd'hui, mais être policier, c'est ce que tu as été, c'est ce que tu es encore, ça demande de l'abnégation, et ça demande cet engagement, tu l'as dit, dès qu'on met l'uniforme... Ouais. C'est le don de soi. C'est les mots que tu nous as donnés tout à l'heure. C'est quoi
Quel a été ton souvenir le plus marquant? Tu as vécu pas mal de choses en tant que policier, hein. Mais quel a été le souvenir qui t'a le plus marqué, où tu t'es presque personnellement engagé? Ce moment, cette situation qui a été pour toi à la fois la prise de conscience de ton travail, de ce qu'il fallait que tu fasses, de la responsabilité qui était la tienne et qui a complètement matérialisé l'engagement que tu nous décris aujourd'hui. Il y a deux choses. Je ne sais pas si on aura le temps, mais je vais être très, très rapide. Prends tout le temps. Deux interventions qui m'ont marqué. Une intervention où on est sollicité, on est requis pour le viol d'une dame de 80 ans. Wow. Donc, qui, effectivement, lors d'un homejacking, en fait, 3 jeunes qui pénètrent dans l'habitation. Elle vivait avec son fils qui est handicapé. Et à ce moment-là, donc, c'est une mamie qui, évidemment, vit d'une pauvre retraite, etc. Donc, les gamins rentrent dans cet appart pour, justement, essayer de le dépouiller. Donc, ils ont pris une carte bleue. Il y en a un qui part au distributeur, qui la menace et tout ça. Donc, il retire à peine 100 €. Pendant ce temps-là, tu as le fils qui est saucissonné, qui est mis dans une pièce. Et un des autres gars qui était seul avec la mamie. Et excuse-moi, ça va être un peu gore, mais voilà. Et à ce moment-là, la mamie ne sait pas ce qui se passe. Et là, ce gamin, hein, même pas 16 ans, sort son sexe et lui impose une fellation à la mamie. Oh mon Dieu. Voilà, donc déjà viol. Et si tu veux, ça déjà, quand on est requis par rapport à ça, on se dit, c'est après parce qu'on a fait l'enquête, au bout d'un mois, on arrive à identifier tous les gars. Et à ce moment-là, donc on les interpelle et tout, donc on fait notre job et tout ça. La mamie, malheureusement, est partie vivre en Bretagne parce que un de ses fils et tout est médecin, donc bref. Et après, on reçoit un courrier de cette mamie qui nous dit franchement merci pour ce que vous faites. Je ne m'en rendais pas compte, mais merci et heureusement qu'il y a des personnes comme vous. Alors tu te dis que quand même que vraiment que dans la noirceur de l'être humain, tu as des choses comme ça que quand tu dis mais inimaginable, des choses comme ça qui arrivent, tu te dis mais c'est pas possible. Ça déjà, ça te fait prendre conscience de ce que tu fais. Ça fait prendre conscience de l'utilité de ce métier. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais tu sais, nous les policiers, nous sommes des éponges de la société. Et des fois, quand tu as ça, on t'impose cela, tu te dis, mince, ah ouais, mais comment tu peux ressortir, on va dire, indemne? Première anecdote, et la deuxième anecdote qui est la plus connue, c'est... Je peux t'interrompre avant d'aller sur la deuxième? Comment tu ressors indemne, toi, de ce moment-là? J'ai la chance de... ma famille, mes enfants. Je suis père de 2 filles. Et c'est un peu mon carburant. Et j'ai aussi cette capacité aussi à avoir la tête sur les épaules. Tu sais, moi, lors de ma toute première intervention, je suis tombé sur une dame qui était décédée, qui était en état de décomposition très avancé. Donc du coup, si tu veux, ça m'a marqué. Mais après, j'ai su prendre ce détachement. Je fais un peu la différence. Alors que quand mon cerveau, en fait, est en mode intervention, bah écoute, je mets le côté humain en off, le temps de faire ce que j'ai à faire. C'est de la survie. C'est de la survie quotidienne. C'est de la survie quotidienne parce que le monde n'est pas aussi beau. Mais nous, en fait, on le protège pour le rendre justement, on va dire, beau pour qui? Pour nos enfants. Moi, c'est pour ça que je dis que, écoute, je dis souvent, j'ai fait ça aussi à des collègues, j'ai fait une tribune il y a quelques temps, où nous, en fait, tout en tant que policiers, en fait, le but, c'est de rentrer en vie et de pouvoir serrer nos proches dans nos bras. Combien de nos collègues ne sont plus là? Combien de nos collègues qui sont partis un matin et qui ne sont plus rentrés? Combien de familles, combien de fils, de filles, etc. sont en train de pleurer parce que leur papa est parti et il n'est pas rentré. Ou leur maman. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, c'était ça aussi un peu le sens de mon engagement, parce que je veux dire qu'à un moment donné, que les policiers, certes, on a des prérogatives, on a des responsabilités, mais derrière, on est aussi des humains, on a une âme et tout ça, etc. Et voilà. Et c'est ce deuxième événement. La plus connue, c'était évidemment lors des attentats de 2015, et justement, je l'écris dans mon livre, où quand tu es appelé et qu'à ce moment-là, tu arrives au service et qu'on entend à la radio que ça crie, que ça tire et tout ça au Bataclan, et moi j'étais au SDPJ 93 à Bobigny, et je partais sur le Stade de France, et là à ce moment-là, tu arrives, moi je me suis occupé du deuxième djihadiste et du troisième. Le deuxième, c'est celui qui s'était explosé, qui a voulu rentrer dans le Stade de France, mais il n'a pas pu, donc il a fait un tour sur lui-même et il s'est explosé, il restait plus que le tronc, donc tu as les bouts de chair qu'il faut que tu ramasses pour essayer de faire les constatations. Le troisième qui, pour ceux qui connaissent le Stade de France, il y a le McDo à côté de l'autoroute. Évidemment, il s'est explosé, il a aspergé, on va dire, le mur. Donc c'est vrai que ça, déjà,
c'est quelque chose qui te marque en fait. Tu m'étonnes. Et après, derrière, cette période-là, pendant 15 jours, je t'avoue, j'ai pas beaucoup dormi, parce qu'il y avait une course contre la montre. Et de deux, écoute, quand tu rentres et tout ça, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas fait qu'on appelle rétex, retour d'expérience, genre, aller voir un psy et tout ça, etc. Parce qu'il faut savoir que nous, dans la police, c'est un grand problème, en fait, ce côté de la santé mentale. C'est quelque chose de tabou. Pourquoi ? Parce que tu sais que quand tu es censé être utile aux autres, si tu fais preuve de faiblesse, c'est compliqué. Donc, en fait, tu es mis de côté, tu es vu un peu comme un cassos, et derrière, écoute, voilà. Et si tu regardes bien, je dirais pas que c'est logique, mais s'il se passe une intervention et que tu en as un qui n'est pas dedans, tu peux risquer la vie de tes équipiers. Mais il y a des choses qui sont mises en place pour vous aider à ce moment-là. Quand tu vois des lambeaux de chair exploser sur un mur, quand tu découvres un tronc, quand tu vois une mamie de 80 ans qui s'est fait violer, quand tu arrives dans un appartement et qu'il y a un état qui est complètement... Enfin, un corps, qui est en état de décomposition complète, c'est extrêmement difficile. Enfin, toi, tu les as vus en vrai. Moi, j'ai l'impression d'être dans un épisode tu vois, American Horror Story. Oui, écoute, c'est un grand problème. Parce que, tu sais, je l'ai dit dans mon livre, en fait, par an, on a plus d'une 50aine de collègues qui mettent fin à leur jour. C'est multifactoriel. C'est peut-être soit des problèmes au boulot, soit des problèmes en privé. Mais il y a un grand problème où, évidemment, la question de la santé mentale, notamment de nos collègues, n'est pas forcément abordée. Et il y a des dispositifs qui ont été mis en place, le service de psychologie opérationnelle de la police, et, des différentes choses mises en place pour parler, etc. Mais encore une fois, moi j'ai fait des propositions dans mon livre. Oui, ça fait partie de tes engagements, ça. Oui, parce que j'ai expliqué que moi, en fait, idéalement, il faudrait qu'on fasse une évaluation tous les 2 ans, obligatoire, des policiers. Et une évaluation psychologique. C'est-à-dire qu'il faut forcer ces policiers à quand même parler, à essayer de vraiment vider ce qu'ils ont. Et ça, par contre, on a tout à gagner. Et tu as des chefs de service qui le font, mais de leur propre initiative. Mais pourquoi c'est pas un truc qui est harmonisé ? Pourquoi on le fait pas ? Évidemment, c'est à la demande. Mais encore une fois, on est tellement sollicité que forcément, il manque de temps. Et après, le policier, lui, il se dit « Mais attends, j'ai pas besoin de parler. » Et pourtant... puis surtout, il doit passer à autre chose très vite parce qu'on rappelle juste que vous avez peu de moyens, peu d'effectifs et qu'il y a toujours autant de problèmes à gérer. Exactement. Et ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça provoque chez toi ? Qu'est-ce que ça provoque chez tes collègues quand on entend, j'utilise des termes triviaux, d'accord ? Nique la police, la police tue, il faut vous désarmer, etc. Qu'est-ce que ça provoque chez toi ? Est-ce que tu penses qu'il y a un côté qui est peut-être légitime, questionnable d'un côté ? Ou est-ce que tu penses que c'est une injustice pas possible et que c'est d'autant plus dur de continuer à s'engager dans cette hostilité ? Tu sais, en fait, on entend souvent ces diatribes habituelles, notamment où on est à l'ère des réseaux sociaux, à l'heure des punchlines, à l'heure de cette information popcorn, où on va sortir un terme sans savoir un petit peu ce que c'est. Et moi, je pars toujours du principe qu'on peut entendre les critiques pour mieux s'améliorer, et ça a toujours été mon credo. Les critiques, il faut qu'on ait les critiques. Il faut qu'on puisse entendre les critiques pour s'améliorer. On est un service public. Vous payez vos impôts. D'ailleurs, moi aussi, j'en paye. Les gens qui ne savent pas, voilà. Mais d'un côté, quand on dit que la police tue, et ça, c'est souvent les mêmes politiques qui le sortent comme ça, et certains le répètent de manière béate. Mais la police tue. Effectivement, oui, elle tue. Mais elle tue des terroristes, des personnes qui peuvent nuire à la société. Et ça, évidemment, la loi nous l'autorise. C'est cadré. C'est pas un truc comme dans un film et tout, tu tues un mec comme ça et voilà, c'est bon. Non, c'est cadré. Et quand on dit nique la police, etc., ou encore pire, tu vas dans certains quartiers où tu as carrément des gens qui sont affichés. Des policiers qui sont affichés avec leur famille et tout ça, etc. Ou bien il y a carrément des contrats sur eux. Leurs photos bien sûr, affichées littéralement. Mais évidemment. Moi, j'ai été menacé quand il y a eu l'épisode des émeutes de juin-juillet 2023 par rapport à Naël et tout ça. Donc, moi, je sais que j'ai été menacé, ma famille a été menacée. On a essayé de me brûler et tout ça, etc. On a même, à un moment donné... de te brûler ? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai pris position sur le fait que il fallait lutter contre les refus obtempérés et que en gros voilà que certes c'est un drame ce qui s'est passé au pauvre Naël, c'est un drame pour nous en tant que policiers parce qu'aucun enfant aucun jeune ne doit mourir à 17 ans, mais pour autant
Encore une fois, notre collègue Florian, qui malheureusement a évidemment traversé quelque chose de difficile, a été même incarcéré. Mais encore une fois, pour moi, la conviction personnelle que j'ai, je pense qu'il a fait son boulot. Maintenant, ce sera à la justice d'en décider. Mais c'est pour ça que quand je vais voir les jeunes, je leur dis, mais quand la police ou la gendarmerie vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Parce que la première chose qui sera, et que même si vous prenez votre garde à vue ou autre, c'est quoi l'essentiel ? Être en vie ? C'est tout. Vous nous suivez, vous partagez, vous likez, vous débattez, vous commentez. Vous venez d'entendre Abdoulaye Kanté. On continue dans ton engagement. Ton engagement, il a pris une sphère tout à fait différente dernièrement, parce que ça y est, tu t'es engagé finalement en politique. Il était temps, parce qu'en vrai, tu as toujours fait de la politique. Hein. Abdoulaye, tu as toujours fait de la politique. En tout cas, toi, on t'a jamais muselé. Tu as toujours dit ce que tu pensais. Mais là, ça y est, tu es élu de la République. Faudra le rajouter. On m'a dit, maintenant il y a policier, enfant de la République, maintenant élu de la République. J'ai dit, bon. C'est peut-être le tome 2. Ça, si les auditeurs entendent. Hein. Non, mais en fait, alors ça va faire plus d'1 an. Une fierté déjà ? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, on me disait, oui, mais toi, ça y est, tu vas être ministre, tu vas être... Je dis, arrêtez vos conneries, c'est bon. Parce que j'ai toujours eu cette tendance à vouloir aller vraiment vers les autres, essayer d'être fédérateur, d'être toujours, je pense, hein, avec beaucoup d'humilité. J'aime pas parler de moi déjà de base. Là, tu vois, ce qu'on fait là, c'est... Je sais que c'est un exercice. C'est un exercice pour moi, parce que j'aime pas parler de moi-même, tu vois, je parle plutôt des autres, et voilà. Et c'est vrai que l'idée, c'était d'essayer de pouvoir... tu as un engagement au sein de la police, etc. Mais là, on est sur un canapé, tu dénonces, mais pourquoi pas essayer d'aller plus haut et d'être aussi lors des prises de décision. C'est pour ça qu'à un moment donné, écoute, pendant 1 an, des partis politiques, des politiques me couraient après, m'appelaient, ils m'ont dit oui, etc. De tous bords, tu nous racontes ou... Écoute, oui, clairement. Ça date pas de te draguer, tu sais, c'est le terme. Oui, bien sûr, c'est sûr, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Je t'ai dit 1 an, mais ça va plus de 5 ans. Ça va du RN jusqu'au Parti Socialiste. Donc, j'ai pas eu des gens de la France Insoumise. Peut-être sûrement, mais je sais pas. De la droite, et du Parti Centriste, etc. Donc, j'ai eu vraiment des personnes qui m'ont vraiment fait la cour. Et j'ai toujours dit non, parce que j'ai dit non, voilà. Mais après, je dis que c'est bien beau de dénoncer, mais pourquoi tu y vas pas tu quittes pas ta zone de confort et y aller. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien piocher des idées de part et d'autre, donc effectivement, l'idée, c'était de se mettre au centre. Donc voilà, j'ai pas peur de... Voilà, j'ai fait la campagne des municipales, donc sous l'étiquette Horizon Renaissance, qui était proche de mes idées. Et donc, du coup, cela m'a valu évidemment une élection au Conseil de Paris. Donc, je suis conseiller de Paris depuis peu. Et c'est vrai que c'est une nouvelle étiquette, c'est un nouveau défi. Et vraiment, ça me permet aussi de vraiment m'engager vraiment sur les sujets sociétaux, pas que sur la sécurité, donc notamment sur les familles, sur le logement, le périscolaire, sécurité aussi. Et vraiment, c'est un autre défi. Un autre engagement, un nouvel engagement. Et pourquoi pas ministre, après tout ? Pourquoi pas ? Écoute, tu sais, après... moi, j'ai toujours tendance à dire que, tu vois, je me rends pas compte de ce que je fais. On me dit, ouais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, de ce que tu as fait et tout ? Je dis, je me rends pas compte parce que pour moi, je dirais pas que c'est la normalité, mais c'est juste que simplement que quand tu t'engages, il faut y croire, en fait. Il faut te dire, écoute, si ça vient comme ça, fais-le à fond. Moi, j'ai toujours été quelqu'un où quand on m'attribue une mission, je la ferai toujours à fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je suis décidé à la faire, écoute, je vais pas tricher. Donc après, j'ai envie de te dire, voilà, j'ai encore le temps, je suis encore un bébé politique. Et voilà, on va voir. Hein. Écoute, Sky's the limit. Écoute, là, je lève le siège, il y a des étages, step by step, piano, comme on dit, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, s'il y a vraiment une direction à prendre, écoute, encore une fois, c'est pas moi. Mais je pense que si tu veux œuvrer pour le quotidien des gens, et notamment notre citoyen, écoute, il faut aussi un peu de renouveau. Parce que pourquoi ? Aussi, j'ai accepté aussi parce que je me dis, mais il y en a certains qui sont là depuis un certain temps, et pourquoi pas aussi renouveler ? Et si tu veux, alors je vais peut-être anticiper sur évidemment ceux qui ont parlé de ce terme Nouvelle-France, que moi, je n'étais pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, tu as des nouveaux maires qui sont arrivés, donc on va dire des personnes issues de l'immigration entre guillemets noires, et je veux pas parler de la couleur parce que je veux parler de la compétence. Ces personnes-là, ils arrivent, c'est un renouveau, c'est vraiment une espèce de fraîcheur politique. C'est une bonne chose. Et ce sont des personnes qui étaient là depuis un certain nombre d'années
et qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à les mettre en avant. Et là, aujourd'hui, tu sens qu'il y a quand même une espèce de bascule où tu as des gens, enfin, qui connaissent le terrain, des gens de terrain, qui viennent aux responsabilités. Et là, tu vas voir que là, il y aura un moment donné où quelque chose, les gens vont sentir qu'il y a des personnes de terrain qui vont être là, qui vont comprendre les problématiques des gens, et là, ça va pouvoir influer. Tu crois que les choses vont bouger aujourd'hui dans ce pays ? Notre société est beaucoup fracturée, parce que voilà, on a peut-être aussi fait l'impasse aussi sur nos valeurs, nos propres valeurs, pour divers débats qui nous ont fait perdre du temps à ce que nous sommes, à ce que l'on est. Tu sais, être les valeurs de la République, de laïcité, et même aussi des valeurs universelles qui sont propres aussi, qui sont l'ADN même de la France, en fait, il faut les retrouver. Il faut donner espoir aussi aux gens. Si tu ne donnes pas espoir aux gens, dire qu'écoutez, la République vous aime, vous faites partie intégrante de ce pays, vous êtes un enfant de cette République. Et si tu ne tends pas la main et que tu restes comme ça à vouloir ostraciser, cliver, mettre de côté les gens, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se ghettoiser, ça va se communautariser. Déjà, les ghettos existent. Il faut casser ça. Si tu veux que quelqu'un se sente pleinement impliqué dans ce pays français et qui s'intéresse aussi à la politique, parce que on le voit par rapport à chaque scrutin, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller voter parce que ça ne les intéresse pas, ils vont dire laisse tomber, c'est la même chose. Écoute, non, il faut y aller les voir et les convaincre. Si tu arrives à convaincre, écoute, voilà. Est-ce que tu as peur de 2027, de cette échéance présidentielle qu'on attend quand même très complexe et très clivante dans le pays ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Je suis inquiet dans le sens où il ne faut pas qu'on continue à rester dans cette fracture qui est, on va dire, cultivée par certains qui veulent justement cette fracture. J'ai peur effectivement qu'on perde justement cette union que l'on a. Ce qui fait corps, ce qui fait société. Qui fait corps, société. Et il y en a certains qui peuvent en profiter, comme les extrêmes. Les extrêmes n'attendent que ça. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'y retrouve. Et donc, du coup, quand tu ne t'y retrouves pas, tu te radicalises. Et quand tu te radicalises, des fois, tu perds le sens même de ce qu'il faut. C'est-à-dire que certains vont estimer que, écoutez, voilà, dès que, par exemple, s'il y a eu un attentat, tout de suite, ça y est, c'est tous les musulmans qui sont des potentiels terroristes. Ou sinon, si derrière, écoute, tu as, par exemple, voilà, quelqu'un, je sais pas, au niveau du racisme et tout ça, même si du côté aussi blanc, on va dire, quelqu'un qui fait quelque chose de ce côté-là, tout de suite, on va dire, oui, mais bon, ils sont tous pareils. On va faire de l'essentialisation et aussi on va perdre en bon sens. Et ça, pour toi, c'est le danger. Ah, mais évidemment. Abdoulaye, on a bien compris que ton engagement, il n'est pas prêt de s'arrêter, parce que c'est quelque chose qui est viscéral pour toi, c'est dans tes veines. Depuis l'enfance, tu nous l'as bien expliqué. Il y aura un autre engagé à ta place dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas encore, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Est-ce qu'il y a une question, par exemple, que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais poser à cet engagé qui sera à ta place dans quelques moments ? Alors, j'aurais beaucoup de questions, mais questions que je pose aussi souvent à quelqu'un qui s'engage. Pourquoi cet engagement ? Et est-ce qu'il a envie que cet engagement aussi soit viral aux nouvelles générations ? Voilà. Et toi, ton engagement, tu as envie qu'il soit viral nouvelle génération ? Ah écoute, alors je ne vais pas parler de choses qui étaient un peu compliquées comme le Covid, mais si un engagement peut être viral et tout, et donner l'envie à nos jeunes générations de s'intéresser, de s'investir et de pouvoir vraiment faire quelque chose dans ce pays, franchement, il ne faut pas hésiter. De toute façon, toi, tu ne pourras pas faire autrement. Ouais, je pense que oui. C'est fini. Là, ça va continuer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, après... Tu ne pourras pas. Tu vas toujours t'engager. Ouais, mais parce que mais il faut, si tu t'engages pas. Parce que tu sais, il y a toujours, à un moment donné, tu te plains. Moi, je dis souvent que oui, les policiers font ci, font ça, mais je dis, tu sais quoi, mon ami ? C'est quoi ? Viens. C'est pour ça que je fais toujours #devenirpolicier.fr. Va, inscris-toi sur le concours et rejoins-nous. Si tu veux changer les choses, vas-y, viens. Comme ça, moi, je te prends au mot. Parce que, tu sais, c'est comme quand tu es journaliste. Moi, quand il y a un tel, il dit ça, moi, j'ai pas la capacité d'être journaliste. Mais après, contre, si je m'intéresse au métier. Je me dis, tiens, écoute, voilà. Si je critique, écoute, au moins, et du biscuit. Ouais. T'as des gens qui critiquent comme ça, on a le droit, on est en France et tout. On est en démocratie, on est sûr. chez Kim Jong-un, mais... Évidemment, mais par contre, voilà quoi, tu vois...
il y a des critiques dont on se passerait. En tout cas, il y en a qui ne font pas grandir, c'est sûr. Les insultes, les menaces, les intimidations, ça sert à rien, on est d'accord. Mais parce que, encore une fois, tu sais, pareil, moi j'ai été menacé, et soit ce sont des gamins, ou soit c'est des gars, tu sais, qui sont sur leur canapé comme ça, des experts de canapé qui vont t'insulter, et qui vont même pas encore ils ont rien. Et quand ils sont devant le tribunal, bah après, oui, c'est désolé, tu vois. Il n'y a pas le temps, en fait. C'est les gars que J'en ai croisé, même, certains. Alors, je vais te dire un truc, j'en ai même croisé, hein. J'en ai croisé certains qui me disent « Ouais, bon, je vous ai insulté, mais franchement, j'aime bien ce que vous faites. » Je dis « Ben voilà !» Ils t'ont dit ça ? Mais bien sûr. Je vous ai insulté, mais finalement, j'aime bien ce que vous faites. Bah oui. Et c'est fort de café. Mais parce que, entre ce qui se passe sur les réseaux et la réalité, c'est deux mondes. Mais tellement qu'on est matrixé, et ce que je dis aussi aux jeunes et tout, parce que, tu sais, en plus, à un moment donné, je pense qu'on a viré le virage du numérique. Parce que si tu vois aujourd'hui aussi, on a nos jeunes qui, malheureusement, sont dans cette hyper-violence, etc., c'est que tu as des jeunes qui, malheureusement, sont totalement désinhibés. Tu as des gamins de 10, 11 ans maintenant qui sont capables de prendre un couteau pour aller planter un gars. Ou peut-être aller loin, violer peut-être une fille. Parce qu'à force de regarder certains sites porno, les trucs comme ça, ou peut-être des images de violence sur les boucs Telegram, etc., sans compter la prostitution des mineurs, où tu as des gamines qui rentrent dans des circuits juste parce que y a un gars qui leur a dit « Écoute, vas-y, tu peux prendre 50 €, t'inquiète pas, va voir juste un mec comme ça », et au final, tu vas dans cet engrenage-là. Tant qu'on n'est pas dans la prévention, il faut de la prévention, répression et sanction. Voilà mon truc typique. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. En vrai, le podcast de nos engagés, on aura vraiment compris cette fois ton engagement, mais surtout l'homme derrière. Merci. Et son histoire. Et on a aussi compris que c'est loin de s'arrêter. Alors on va te suivre de très très près pour un épisode 2, 3, 4 Merci. et une saison 12. Ça c'est sûr, c'est un vrai plaisir. Merci de nous avoir accompagnés. Vous continuez à nous suivre, vous continuez à liker, à partager, à commenter, à débattre avec nous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'En vrai, le podcast de nos engagés. Ciao.